Je vais maintenant présenter Alexis Zimmer, qui est historien, postdoctorant et qui a été un des postdoctorants du programme La personne en médecine, pour lequel il a mené une enquête sur les humanités médicales dont il va nous parler aujourd'hui. Je vous prie d'excuser l'absence de Céline Lefebvre qui est souffrante, mais Alexis qui coordonne aussi l'ouvrage sur les humanités médicales, va pouvoir en parler à sa place. Et puis parfois, peut-être, je me permettrai d'ajouter 2-3 choses au nom du bureau de la personne en médecine, si je vois que je peux donner de l'information en plus. Voilà. Merci Sophie. Alors effectivement, je vais vous présenter un travail qui dure depuis 3 ans maintenant, et qui n'est pas très loin de se conclure, autour d'une enquête qui est une double enquête, une enquête qui porte d'une part sur l'enseignement des sciences humaines et sociales en faculté de médecine en France, et d'autre part sur ce vocable, sur ce qu'on peut entendre par humanité médicale et la manière dont cette expression est susceptible ou non de porter le projet effectivement d'un renforcement et d'une consolidation des enseignements type sciences humaines et sociales au sein des facultés de médecine. Alors comme Sophie vient de le dire à l'instant, cette présentation aurait dû être faite à 2 et je vais tenter du coup de reprendre certains éléments que Céline a préparés. Alors je tiens devant vous à m'excuser devant Céline sur le fait que certainement je ne dirai pas aussi bien certaines choses qu'elle avait envie de dire ici aujourd'hui. Et il y a certaines choses sur lesquelles je vais passer très rapidement, mais peut-être que Sophie pourra justement à ce moment-là m'aider, peut-être à compléter des choses que Céline voulait présenter, que je suis en l'état incapable de présenter. Donc, 3 parties pour cette intervention. Une première partie qui traitera des problèmes et des enjeux spécifiques à l'introduction et à la place des SHS en faculté de médecine. Une deuxième partie qui fera un bref historique de l'introduction de ces disciplines dans le cursus médical en France. Et enfin, une troisième partie qui sera la plus longue, qui présentera donc cette double enquête dont je viens de parler à l'instant. Alors, problèmes et enjeux des sciences humaines et sociales en faculté de médecine aujourd'hui. Alors là, je reprends une phrase que Céline, une phrase forte, et je la reprends, c'est pour ça que je la reprends ici, que Céline avait prévu de d'énoncer pour cet exposé. Pour Céline, et là je partage son point de vue, effectivement, le cursus médical, les études de la formation médicale aujourd'hui en France ont besoin d'un changement radical de paradigme. Et pourquoi ces études ont besoin d'un changement radical de paradigme? Notamment parce que les savoirs biomédicaux qui y sont enseignés et qui structurent fondamentalement la formation de nos futurs médecins sont énoncés dans l'évidence de leur énonciation, dans la positivité de leur objet et dans la prétendue aussi naturalité ou neutralité de leurs objets. Une absence assez forte et remarquée de contextualisation des savoirs et des pratiques, une spécialisation très importante aussi, un cloisonnement, une présentation souvent dogmatique des contenus, un morcellement également, comme on a pu le voir d'ailleurs avec les images qui nous ont été présentées, souvent de l'organisme et du malade, et in fine, une mise entre parenthèses de sa subjectivité. La subjectivité, ici, il faut l'entendre aussi bien d'un point de vue moral que d'un point de vue social et politique. Alors que l'étudiant de médecine fait face, dans ses stages cliniques et hospitaliers, à la détresse des patients, le cursus médical l'incite peu à imaginer et à comprendre leur expérience à la fois intime et sociale dans et hors des murs de l'hôpital. Alors cette mise à distance des malades et du soin constitue une norme de socialisation professionnelle dont les effets délétères dans la pratique sont désormais reconnus. Alors il y a ce premier point, clivage, cloisonnement, absence de mise en contextualisation des savoirs et des pratiques, des savoirs biomédicaux, mais il y a aussi un clivage de l'étudiant lui-même qui est constaté, qui, faute de temps et d'énergie, parvient difficilement à se rapporter de manière réfléchie à ses apprentissages, à ses projets et à ses angoisses. Rechercher le sens des apprentissages et leur lien à la pratique médicale est trop souvent vécu par les étudiants comme une perte de temps et une source d'angoisse préjudiciable à la réussite. Alors, le modèle de la spécialisation et de la carrière hospitalo-universitaire fait donc œuvre d'un certain scientisme, des méthodes d'apprentissage et d'évaluation qui sollicitent davantage la mémoire que la réflexion,
Également une très lourde charge de travail déployée dans un univers hospitalier extrêmement hiérarchisé, encore patriarcal et sous tension. Bref, l'ensemble de la socialisation professionnelle contribue à mettre les étudiants à distance des malades et du soin dans la diversité de ses aspects, aussi bien scientifiques, techniques que relationnels et éthiques. Alors, ce bref cadrage très rapide du paysage de l'enseignement médical, en tout cas des problèmes qui touchent l'enseignement médical aujourd'hui, vous fait déjà sentir quels sont les enjeux liés à l'introduction ou à la consolidation des sciences humaines et sociales dans ce cursus. Tout d'abord, les SHS, et c'est ce que nous croyons, ont pour ambition notamment de répondre, de compléter, de déplacer, de discuter, de mettre en branle, de critiquer cette stricte appréhension biomédicale des corps, de la santé et de la maladie, mais aussi les conditions de la formation de nos futurs médecins. Les sciences humaines et sociales ont pour objectif de transmettre des concepts fondamentaux qui y sont à l'œuvre, et parfois aussi même les plus récents, afin d'initier les étudiants à l'histoire et à l'épistémologie des savoirs et des pratiques qu'on leur enseigne, d'inscrire ces savoirs et ces pratiques donc de la médecine dans leurs contextes sociaux, politiques, institutionnels, culturels, intellectuels et moraux, de saisir en particulier la construction anthropologique et sociale des maladies, de comprendre les besoins et les expériences tant intimes que sociales des personnes malades et de leur entourage, de saisir les enjeux éthiques et politiques des décisions individuelles et collectives en matière de soins et de santé. Alors je crois qu'ici, je m'arrête un tout petit instant, je crois qu'il est important de saisir ce qu'on peut entendre lorsque l'on dit que les savoirs et leurs objets sont construits. Ça veut dire notamment que les maladies, la santé ne préexistent pas aux pratiques et aux savoirs qui les prennent en charge, parce qu'ils les prennent en charge en même temps qu'ils en définissent les contours, qu'ils en circonscrivent la forme, etc. Dire qu'ils sont construits, ça veut dire qu'ils sont situés, qu'ils sont partiels, et donc d'une certaine façon partials. Et l'enjeu ici d'introduire les SHS, c'est précisément de faire ressurgir ce caractère situé, partiel et partial, et de le rendre à nouveau discutable, afin de percevoir un peu mieux les invisibles, les inconnus, tout ce que ces savoirs et ces pratiques ne prennent plus en compte, et qui structurent donc, encore une fois, l'appréhension globale et dominante de la biomédecine. Alors il y a d'autres objectifs, je vais envie de dire moins polémiques ou moins critiques des SHS, qui consistent aussi à former nos étudiants à communiquer, à interagir, à argumenter, à délibérer et décider avec les patients et l'ensemble des professionnels. Donc, dans la pratique clinique, qu'elle soit quotidienne et considérée comme ordinaire ou liée à des problématiques rares ou à des techniques sophistiquées, il est indispensable de mettre les mots justes sur des réalités scientifiques complexes et des situations éthiques délicates. Les compétences communicationnelles et rédactionnelles constituent également un enjeu majeur donc, dans une médecine algorithmique et numérique pour accompagner ces images, pour leur donner du sens, pour aussi apprendre à les critiquer, peut-être également à en prendre soin. Bon. Ouais. Ça, il y avait des choses de Céline là-dedans ou pas? Ouais. Parce que c'est juste que je reconnais là, dans la deuxième partie de ce que tu dis, l'enseignement qu'elle mène par exemple en cinéma et médecine. Ouais. Et je dirais qu'en plus de la communication, il y a aussi probablement un objectif de réflexion sur ces pratiques. Au moment où on est justement en formation à aller dans les premiers services et à être confronté à des pratiques médicales par l'enseignement du cinéma, en partageant une même expérience vécue d'un film, eh bien, il y a un échange qui se crée qui n'est pas que développer de la communication, mais aussi partager une réflexion philosophique, éthique sur les pratiques. Effectivement, médié par l'objet film qui facilite, favorise effectivement la prise de parole des étudiants qui, lorsqu'on est... Enfin, mais ça, j'ai envie de presque une situation pédagogique ordinaire, c'est un peu l'appât qui permet effectivement de faire émerger des discours et du coup de les mettre en discussion à partir de médiums. C'est une expérience esthétique et philosophique partagée. Ouais. Donc, principaux objectifs des SHS, mais petit problème aussi, enfin petit problème, en tout cas il y a une série de difficultés pour les SHS aujourd'hui à se positionner dans ce champ biomédical. Difficultés qui sont liées notamment à la façon dont on peut les appréhender. Il s'agit ici, et encore une fois je porte une parole qui est la mienne mais qui est également celle de Céline,
C'est-à-dire si on prend au sérieux ce qui vient d'être dit, notamment que les savoirs, donc les pratiques, les objets sont construits, donc relatifs, donc partiels, donc pas innocents, et qu'il s'agit de les interroger, on se rend compte que les SHS n'ont pas pour vertu ou pour mission d'ajouter soit des histoires, soit de la morale, soit des éléments de langage à la pratique biomédicale. Ils ne sont pas secondaires, ils ne sont pas dispensables. Ils sont au même titre que les savoirs biomédicaux nécessaires pour interroger, comprendre, appréhender, déplacer et renouveler les pratiques biomédicales et l'appréhension des pathologies et de la santé. Et donc quand je dis difficulté de positionnement, ça c'est un discours qui est encore très difficilement audible pour de nombreux acteurs aujourd'hui de l'enseignement de la biomédecine en faculté de médecine, tout du moins en France. Alors, très bref historique. Je ne vais pas ici forcément... tu me fais signe que je suis au quart d'heure, parce que j'ai l'impression de galoper un peu du coup. On n'est pas encore au quart d'heure. Bref, historique des enseignements de SHS dans les facultés de médecine. Ils apparaissent pour la première fois en 1900, alors j'allais dire 92, pour célébrer nos amis belges qui étaient là juste avant. Et pour d'une certaine manière aussi me découvrir, puisque je vis à Bruxelles, donc en 1992 en France. Et donc ce n'est pas encore en tant que tel des sciences humaines et sociales, mais c'est un module de culture générale qui est introduit dans la première année, donc l'ancienne première année qui s'appelait PCEM1 de médecine. En 1994, ce module de culture générale prend le nom de sciences humaines et sociales. Et il y a eu aussi une nouveauté, c'est que l'épreuve au concours de ce module est une épreuve rédactionnelle, ce qui est une nouveauté et ce qui engage d'ailleurs toute une série de problématiques en termes de personnel disponible pour corriger et fabriquer ces concours. En 1998, des certificats optionnels de sciences humaines et sociales deviennent possibles dans le cursus médical. En 2007, et c'est peut-être juste en 2008, pardon. Donc là, il y a un petit problème sur le diapo. En 2007 est créé le collège des enseignants en sciences humaines et sociales en faculté de médecine en France, qui depuis s'appelle le Collège des humanités médicales, qui publie dès l'année suivante un manuel que vous trouvez aujourd'hui, un manuel assez important de plus de 700 pages, qui est une sorte de proposition de thématiques et de contenu pour les enseignements de SHS en France. Donc le collège a décidé de ne pas élaborer de programme à l'échelle nationale. Par contre, il en était à ce moment-là, il en est encore à ce moment aujourd'hui à cet endroit-là, à proposer par contre une série de contenus et de problématiques ou de perspectives selon lesquelles aborder ces contenus. En 2010, après la réforme de la PACES, apparaît un nouveau module qui remplace celui créé en 1994. Et donc c'est l'unité d'enseignement numéro 7 qui s'intitule Santé, Société, Humanité, qui est obligatoire en premier cycle, notamment donc en PACES, mais également en deuxième et en troisième année. Or, nouveauté, alors problème de cette réforme, c'est qu'au sein de cette UE, il n'y a plus que des sciences humaines et sociales, mais il y a également deux autres items importants. Un item intitulé Hommes et environnement, qui est souvent d'ailleurs, suite à l'enquête qu'on a effectuée, qui recouvre souvent des enseignements d'anthropologie médicale ou de botanique. Il y a toute une série de choses un peu bizarres qui peuvent se retrouver là-dedans. Également un item santé publique, très important dans cette UE, et toute une série de disciplines qui relèvent des sciences humaines et sociales. Donc il y a une sorte de fragmentation de cette unité d'enseignement et donc une crainte aussi de la dissolution de la spécificité des sciences humaines et sociales. Donc c'est le côté entre guillemets négatif de cette réforme. Le côté positif, c'est que dorénavant les sciences humaines et sociales, ou tout du moins cette UE santé, société, humanité, gagne les années supérieures du cursus médical, puisqu'une quarantaine d'heures sont désormais obligatoires en deuxième et ou troisième année. Ce qui se passe aussi depuis le début des années 2000, c'est une création progressive de diplômes universitaires et surtout de masters, strictement ou à très grande teneur sciences humaines et sociales, ouverts aux étudiants en médecine et qui leur permet effectivement dès la deuxième année, parce que ce sont souvent des cours qui sont ouverts dès la deuxième année et qu'ils peuvent ensuite valider à la fin de leur second cycle, qui leur ouvre donc une sorte de cursus parallèle à leur étude de médecine en sciences humaines et sociales, avec des cours et des enseignants en sciences humaines et sociales qui abordent des problématiques sanitaires, de soins, etc., sous l'angle donc des SHS. Ça fait un quart d'heure, donc je vais passer rapidement ici.
Alors, on voit là que l'enseignement des sciences humaines et sociales est un enseignement qui est réglementé, au sein et qui est réglementé, qui doit suivre toute une série de contraintes, notamment l'obligation encore aujourd'hui d'une épreuve rédactionnelle, même si celle-ci est minorée. Et pourtant, on n'a aucune vue d'ensemble sur ce qui se fait effectivement dans ces enseignements. Alors, c'est pour cette raison notamment que le programme La Personne en médecine a décidé de mener une enquête relativement exhaustive sur l'état de ces enseignements aujourd'hui en France. En ce sens, cette enquête est héritière aussi d'enquêtes précédentes, notamment l'enquête de 2006, qui portait uniquement sur la qualification des enseignants qui délivraient des enseignements dans le lieu 7 de la PACES. Une enquête de 2010 et de 2011 qui est légèrement plus exhaustive également sur la PACES, qui porte davantage, enfin qui apporte toute une série d'éléments supplémentaires concernant l'organisation de cet enseignement. Mais globalement, aucune vue plus large de ces enseignements. Et donc c'est ce vide que l'enquête dont je vais maintenant vous présenter quelques aspects tente donc de remplir. Donc cette enquête, c'est le premier état des lieux exhaustif portant donc sur tout le cursus médical. L'enjeu de cette enquête est double, puisqu'il s'agit d'une part de dégager des pistes et des arguments solides pour défendre, consolider et améliorer ces enseignements SHS, mais aussi de participer à la structuration de la communauté enseignante qui enseigne donc dans ces unités d'enseignement. Structuration, pourquoi? Parce que pour l'instant elle est très éclatée, et cette enquête, par notamment les entretiens téléphoniques auxquels elle a recouru, et par les modes de restitution dont je vais vous parler très rapidement, qu'elle mobilise, est censée aussi participer donc de cette structuration d'une communauté enseignante qui est donc aujourd'hui structurée au sein du Collège des humanités médicales, mais qui a encore beaucoup de mal à toucher toute une série de facultés de médecine en France. Donc deux enjeux, un rapport analytique et critique permettant d'apporter des arguments forts pour consolider et améliorer ces enseignements, et d'autre part tenter de consolider une communauté qui est encore un peu trop éparse. Alors, objet de la restitution de cette enquête, ils sont nombreux. Tout d'abord, ils vont consister en l'élaboration de fiches synthétiques, donc vous aurez accès à partir de la fin du mois de février et du début du mois de mars 2019 sur le site La Personne en médecine, mais également sur le site du Collège des humanités médicales, donc vous pouvez apercevoir sur cette diapo les adresses, à des fiches synthétiques, à une fiche synthétique par faculté. Donc chaque faculté sera représentée, et sur ces fiches, vous pourrez accéder à l'intégralité des enseignements de sciences humaines et sociales qui sont effectués dans ces facultés, avec toute une série de caractéristiques, les volumes horaires, le type d'enseignants qui y exercent, etc., etc. Deuxième objet de sa restitution, c'est un annuaire national des référents, puisque dans certaines facultés, pas dans toutes, il y a des référents pour tout l'enseignement des humanités médicales ou des sciences humaines et sociales qui sont effectués dans ces facultés, avec à chaque fois une spécificité seront ajoutées dans cet annuaire, une spécificité de recherche ou pédagogique de ce référent. Également un annuaire master et DU, alors ça c'est très important puisque certains étudiants ne savent pas du tout comment s'orienter au-delà notamment du second cycle, dans des études qui leur permettraient effectivement de questionner selon des perspectives SHS leur pratique, puisqu'il y a une sorte d'invisibilité assez importante encore de ces formations aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est de les rendre visibles. Nous allons également produire un catalogue raisonné d'innovation pédagogique, dont je vais vous en présenter quelques-unes très rapidement après. Et donc ce fameux rapport analytique dont je vous parlais, qui analysera et critiquera et produira des arguments, toutes ces informations qui auront été récoltées. Alors, très rapidement, les modalités d'enquête de cette enquête. Elle a consisté notamment en une série d'entretiens téléphoniques avec le personnel enseignant, je précise, donc les étudiants n'ont pas été entendus dans le cadre de cette enquête. Un questionnaire de plus de 70 questions effectué au sein de 38 facultés de médecine. Cette enquête a également consisté en la récolte de documentation qui ont été récoltées aussi bien sur le site des facultés que suite à des envois par mail post-entretien. Alors, difficultés spécifiques que nous avons rencontrées. Tout d'abord, absence de réponse de la part de 6 facultés. Donc les chiffres que je vais vous présenter
dans quelques instants, il faut les pondérer ou les considérer comme étant grévés d'une certaine façon de cette absence de réponse. Absence de réponse aussi à certains niveaux du cursus. De nombreux interlocuteurs n'ont pu nous apporter des réponses sur l'intégralité du cursus. Nous avons pourtant multiplié les entretiens, mais ceci aussi est un signe, nous donne une information, nous délivre une information sur la qualité ou la cohérence tout du moins de ces enseignements dans les facultés de médecine, puisqu'il est très très rare de rencontrer un ou deux interlocuteurs qui sont capables d'avoir une vue d'ensemble sur le type d'enseignements qui sont délivrés au sein des sciences humaines et sociales. Et enfin, il y a deux facultés notamment qui n'ont pu être intégrées à cette enquête entièrement, du moins pour la PACES, puisqu'elles expérimentent des dispositifs pédagogiques ou des parcours nouveaux, notamment la faculté d'Angers ou celle de Grenoble. Alors, voilà, premier chiffre significatif qu'apporte cette enquête. Donc, en ce qui concerne l'enseignement des humanités médicales en première année de faculté de médecine, nous avons donc constaté qu'il y avait une moyenne de 56,6 heures de cours magistraux, 3,6 heures de TD ou 2D, pour un total équivalent TD de 88,5 heures délivrées en première année de médecine. Il a été difficile pour nous de distinguer les heures typiquement SHS des heures santé publique ou environnement, hommes et environnement, au sein de ce volume horaire. Mais nous arrivons approximativement, je vais revenir sur cette approximation, à un total de représentation un peu en dessous de la moitié des enseignements qui sont délivrés dans cette UE7, donc des SHS, 1034 heures de SHS sur les 2269 que nous avons pu comptabiliser. Et la question se pose effectivement de savoir que considérer comme sciences humaines et sociales. Alors, une question un peu provocante ici, puisque nous sommes souvent, il nous est souvent arrivé d'entendre des interlocuteurs nous dire que des cours de SHS étaient délivrés par des anatomistes ou d'autres spécialités médicales. Et la question se posait de savoir si un cours d'histoire de la médecine pouvait être considéré comme un cours d'histoire s'il était délivré notamment par un professeur d'anatomie. Donc ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas clairement dans les chiffres que je vous donne ici, mais parmi les comptabilités que nous avons effectuées, nous avons compté ces cours d'histoire de la médecine qui sont délivrés par des professeurs d'anatomie, par exemple. Autre question qui se pose, quel type de SHS pouvons-nous considérer le droit, l'économie ou la psychologie comme des sciences humaines et sociales lorsque ces disciplines ont tendance à présenter leur savoir, encore une fois, dans une sorte de dans la positivité de leur énoncé et qu'elles miment d'une certaine façon la positivité propre des sciences naturelles. Dans le décompte que nous avons fait, nous avons considéré ici le droit, l'économie et la psychologie comme des disciplines relevant des sciences humaines et sociales. Mais il faut encore une fois donc pondérer ces chiffres de ces précautions que je viens d'énoncer. Alors une manière peut-être d'avoir un chiffre un peu plus, comment dirais-je, significatif des enseignements SHS, peut-être au sens plus dur du terme, consiste à comptabiliser le nombre d'enseignants qualifiés par le CNU, donc le Conseil national des universités, au sein d'une des disciplines considérées comme des sciences humaines et sociales. Et nous avons constaté à cet égard que 18% des cours magistraux relevant des sciences humaines et sociales sont délivrés par des enseignants qui ont une qualification du CNU. Donc c'est très peu. C'est moins d'un cinquième des enseignements qui prétendent délivrer, d'en faire des sciences humaines et sociales, qui sont délivrés par des enseignants qui ont une compétence reconnue pour le faire. Les chiffres pour les TD sont extrêmement élevés, mais ceci s'explique assez rapidement, puisque la plupart du temps, il y a une forme de volontarisme, en fait, quand il y a des enseignants de sciences humaines et sociales dans les facultés, ils tentent par tous les moyens, effectivement, de donner plus de consistance à leur enseignement, et c'est la plupart du temps, eux, qui investissent d'autres formats d'enseignement, et donc les TD, par exemple. On est à combien de temps, là? Mais là, encore 5 minutes, un tout petit peu plus que c'est la dernière. Ouais. Alors je vais aller un peu plus vite sur la suite, puisque comme vous l'avez compris, les enseignements d'humanité médicale, ou tout du moins de santé, société, humanité, sont obligatoires tout le long du premier cycle. Nous avons tenté de mesurer effectivement l'intégralité de ces enseignements, surtout ce premier cycle, et il nous est apparu effectivement que pour tout le premier cycle, nous avons une quantité
comme vous le voyez sur cette diapo, total de 137,22 heures en moyenne, en équivalent TD, d'enseignement de santé, humanité, santé, société, humanité. Et ces chiffres, encore une fois, impliquent la santé publique, homme-environnement, et toutes les problématiques liées à l'appréhension de ce qu'on peut entendre effectivement par des cours de sciences humaines et sociales tels que je viens de les énoncer. Sur tout le cursus, ce sont un peu plus d'un cinquième de ces enseignements qui sont délivrés par des professeurs qualifiés par les sciences humaines, qualifiés au sein d'une des sections du CNU, sciences humaines et sociales. Et ce qu'il faut relever aussi ici dans cette enquête, c'est que ces chiffres-là représentent des moyennes, mais il y a de très très forte hétérogénéité. On a par exemple à Lyon, sur tout le premier cycle, près de 90% des enseignements qui sont délivrés par des enseignants qualifiés SHS. Donc là, on a des historiens notamment et des philosophes. On a par exemple à Nice aucun enseignement qui est délivré, et ça, il y a un nombre assez important de cas de ce type-là, par les enseignants SHS. Ici aussi, on a très rapidement procédé à une comptabilité des enseignements SHS au sein de toutes les facultés. Donc on a 42 sur tout le territoire. Idem, forte disparité, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il n'y a finalement que 18 facultés de médecine en France qui sont dotées d'enseignants qualifiés SHS. Et donc 20 facultés, donc plus de la moitié, qui n'en ont pas. Alors, chose positive, 2 points positifs quand même, il y a eu des recrutements récents, notamment 6 créations de postes. Et par rapport à l'enquête qu'avait faite en 2006 l'OFEM, on note quand même une progression, puisqu'en 2006, on avait un tiers uniquement des facultés qui étaient dotées d'enseignants SHS. Aujourd'hui, nous sommes presque à la moitié. Donc, les choses s'améliorent, mais elles sont encore éminemment, comment dirais-je, problématiques. Voilà. Alors, là, je vais devoir aller encore une fois relativement vite. Autre aspect de cette enquête, c'est que nous avons notamment relevé des pratiques et des dispositifs pédagogiques innovants. Donc, tu en as évoqué un avant, Sophie. Et notamment ici, donc à Paris 7, il y en a de nombreux. J'irai vite pour simplement signaler trois dispositifs qui ont vraiment retenu notre intérêt. Tout d'abord, l'intégration de plus en plus importante effectivement de patients, formateurs, experts au sein de ces cursus. Également un autre point, là j'en fais part parce que j'ai été bluffé, je n'y croyais pas avant d'assister effectivement à ce genre de dispositif, mais au dispositif de jeu de rôle. J'ai été bluffé parce que j'ai pu assister à Lyon notamment à l'intégration de ces jeux de rôle et la manière dont ils rejouaient toute une série de contraintes qui obligeaient les étudiants à jouer leur rôle effectif d'une certaine façon réel, à rejouer des situations cliniques dans lesquelles ils se sont retrouvés sans échapper ou sans réussir à pouvoir se détourner des problématiques qu'ils avaient eux-mêmes rencontrées. Donc j'ai pu assister à des jeux de rôle relativement bien fabriqués qui obligeaient les étudiants à rejouer pleinement la situation qu'ils avaient rencontrée. J'ai discuté juste avant à la pause avec un enseignant de Nice, alors qui n'est pas un enseignant SHS, et qui me disait qu'effectivement à Nice notamment, il y a des jeux de rôle, mais uniquement coordonnés par des médecins, et là par contre les étudiants peuvent jouer, mais jouer au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte à respecter, et ils ne sont pas confrontés à ce qu'ils ont pu rencontrer dans leur expérience clinique. Autre et enfin dernier dispositif important ici, c'est effectivement le recours au cinéma que tu as évoqué. Il y a ce que Céline Lefebvre peut faire ici à Paris 7, aussi bien au sein de la faculté de médecine qu'en dehors de la faculté de médecine. Et j'évoquerai ici aussi très rapidement le dispositif... Je peux quand même dire un mot sur... parce que moi je suis hors temps, ça compte pas. sur le Barberousse, si tu veux bien revenir avant, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant ces 2 jours. Donc Barberousse est un ciné-club médecine et soins au cinéma qui a lieu au Nouvel Odéon à Paris et donc qui est ouvert à tous. Certains professionnels de santé y viennent, certains étudiants en médecine, mais pas seulement. Il y a des patients, des gens de leur entourage et donc il y a une programmation bien sûr de films qui interrogent les pratiques médicales, la maladie, et ensuite un débat avec en présence d'un réalisateur, de Céline donc, qui est philosophe, et d'un directeur d'hôpital. Et ça permet et aussi de quelqu'un qui est spécialiste critique de cinéma.
Et ça permet d'enrichir le débat de toutes ces perspectives et de multiplier les points de vue, comme aime le faire la personne en médecine. Voilà, merci, pardon. Moi, alors je rajoute juste un élément, parce que moi je viens un peu de là du coup. Donc une autre manière d'intégrer le cinéma dans l'enseignement médical, c'est notamment en intégrant des films d'archives qui permettent par l'image notamment d'interroger ce qu'étaient les pratiques médicales et la manière dont étaient appréhendées toute une série de pathologies. En gros, depuis l'invention du cinéma, puisque dès son invention, en fait, le cinéma est utilisé pour filmer des pratiques médicales et représenter la maladie. Et c'est un projet que je vous présente ici qui s'appelle Medfilm. Il est intéressant parce c'est un projet et de recherche et l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont fabriquer des fiches analytiques, des films. Ils vont être évalués sur notamment la production de ces fiches analytiques et il y a toute une série de contraintes qui les obligent effectivement à relativiser, à suspendre les évidences avec lesquelles ils auraient pu avoir l'habitude de lire ces films. Et c'est également un projet de recherche qui coalise aujourd'hui une communauté de plus en plus importante d'historiens de la médecine qui utilisent cette plateforme notamment pour en écrire certains pans. Il y a également ce dispositif, alors là il faudra en parler aussi un tout petit peu parce que c'est vraiment un dispositif mis en place par la personne en médecine, c'est le dispositif USPC Humanité Médicale, qui est un dispositif qui permet de récolter les récits élaborés par des étudiants de leur expérience clinique, avec les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, et il y a une équipe pédagogique de plus de 50 enseignants et chercheurs qui répond à ces problèmes donc sur cette plateforme. C'est un dispositif assez unique dans ce qu'on pourrait appeler la médecine narrative, ce dispositif offre des outils pour les étudiants pour mettre en mots et en narration leur expérience, et cette narration et cette expérience est mise en discussion par une communauté enseignante assez importante. Je vais évoquer un dernier point. C'est le dernier. De cette enquête, c'est effectivement le résultat d'un séminaire qui a duré un peu plus d'1 an, qui est donc dans le cadre d'LPEM, qui va donner lieu à une publication au premier semestre de l'année 2019 du premier compagnon d'humanité médicale en langue française. Il a pour but donc de présenter l'histoire des humanités médicales et les controverses qui sont liées à leur insertion dans la formation médicale au plan international. Il vise aussi à rendre compte des principales thématiques des recherches actuelles en humanité médicale et à présenter des initiatives de médecins, de collectifs, de patients, de citoyens et d'enseignants en humanité médicale visant à accroître la puissance d'agir des acteurs du soin, qu'ils soient professionnels de santé ou malades. On a évoqué lors des précédentes interventions la nécessité peut-être aussi d'avoir ici, à cette table, des patients, des usagers de certaines maladies. Alors, la chose une des réussites de ce livre, je crois, c'est qu'ils sont présents. Dans ce livre, il y a notamment, effectivement, on a parlé du collectif Ding Dang Dong, qui est présent dans ce livre, qui est un collectif qui se porte sur la maladie de Huntington. On a aussi des militants du Toxic Tour qui essayent d'interroger effectivement les effets des environnements toxiques sur nos corps et la faiblesse des savoirs dont nous disposons pour en rendre compte. On a également des étudiants de médecine qui nous font part des différentes stratégies qu'ils ont pu mettre en œuvre pour tenter de rendre pour leur communauté sensible aux différents intérêts de l'industrie pharmaceutique qui façonnent les savoirs actuels de la biomédecine et la pratique médicale concrète. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ce dernier point. Donc c'est un peu une accumulation finalement d'éléments liés à cette double enquête que je vous ai présentée ici. N'hésitez pas donc à poser des questions et je vous remercie déjà de votre attention. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions avant la conclusion de la journée ou du colloque? Tout le monde est fatigué? Oui, merci. Je suis heureux de comprendre ce qu'on entend par humanité médicale, parce que c'était quand même une question que je me posais dès le début. N'étant pas moi-même médecin, je n'avais pas du tout, pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. Par rapport à votre intervention, je me demandais qu'est-ce qui fait litige. Vous parliez en fait d'une manière pour l'inclusion de la psychologie parmi les SHS. Est-ce que ici c'est une manière d'objection formulée du point de vue plutôt philosophique en fait, ou
Parce que enfin, il ne me semble pas que la psychologie se revendique forcément du naturalisme ou d'une sorte d'objectivité, de positivité, quoi, en tout cas. Merci de votre question, parce qu'elle me permet de préciser un point, justement. Quand j'évoque ici la psychologie, il y a plusieurs courants en psychologie, et il y a effectivement des courants de psychologie médicale, notamment, qui peuvent être très positivistes. Et c'est à cet endroit-là, il est très difficile dans l'enquête qu'on faisait, notamment de réussir à distinguer des psychologies qui mettaient en suspens justement toute une série d'évidences, qui façonnent l'appréhension des soins, des pathologies, etc. Et une psychologie qui au contraire renforçait comment dirais-je, la naturalisation de toute une série de symptômes. Donc pour moi, il était important d'évoquer ce point. Du même titre, il y a des économistes qui considèrent l'économie comme une science sociale et d'autres qui l'envisagent davantage selon le prisme des sciences naturelles. Donc, c'est-à-dire que l'économie est quelque chose qui existe indépendamment des hommes et des sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Donc, ce que j'ai voulu dire à cet endroit-là, c'est qu'il est très difficile pour nous, par entretien et via l'accès des documents, et via les documents dont on a eu accès, de faire ce distinguo. Dans l'enquête que l'on fait, et pourtant ce distinguo, s'il est important de le relever, c'est qu'il est important pour effectivement tenter d'envisager ce qui relève des sciences humaines et sociales et ce qui n'en relève pas. Peut-être ici ce que vous visez aussi, c'est ce qui a longtemps été appelé psychologie médicale, non? Ouais, je crois. Oui, oui. Ouais. D'accord, je me comprends mieux. Ouais. Merci. Vous avez évoqué surtout les axes de formation en premier cycle. Je pense en deuxième cycle, il commence à se faire un certain nombre de choses dans un certain nombre de facs, notamment à travers la formation en groupe d'inspiration Balint, que ce soit à Rennes, à Paris, dans plusieurs facs et dans d'autres. À Grenoble, c'est en premier cycle, mais c'est une formation qui prend sa place petit à petit aussi. Oui, remarque importante aussi, puisque dans le temps relativement imparti, court qui nous était alloué ici, il était difficile de rendre compte de tout. Mais effectivement, et je crois que on n'a pas évoqué ici les conclusions de ce rapport, mais des recommandations fortes que nous faisons, c'est notamment, que nous allons faire, c'est notamment effectivement de renforcer ces enseignements post-premier cycle, puisque la plupart du temps, c'est aussi à ces endroits-là que nous avons rencontré les choses les plus intéressantes. Et elles se font très souvent aussi de façon optionnelle. C'est-à-dire que c'est des enseignements qui ne sont pas obligatoires dans le cursus. Et à cet endroit-là, quand nous en appelons à un renforcement, l'idée, ce serait de pouvoir effectivement envisager une continuité de l'enseignement des sciences humaines et sociales sous les différentes formes, dont celles que vous avez pu évoquer là, tout le long du cursus médical. Et c'est pour cela qu'à Paris Diderot, un travail de recherche préliminaire qui avait montré la formation en groupe Balint, en double aveugle, qui était convaincante, a amené le doyen à rendre obligatoire en D4 les formations en groupe d'inspiration Balint. L'an dernier avec 8 séances, cette année avec 6 séances, avec des jeux de rôle et des consultations simulées. Donc ils ont un module assez conséquent et obligatoire. Oui, je ne vise pas à une remarque polémique, mais je souhaitais juste faire remarquer que j'ai une question quant à la façon dont les étudiants se saisissent de l'enseignement qu'il leur est donné en première année de médecine en PACES, au vu des méthodes d'évaluation. Voilà, parce que quand même, je dois dire, j'en témoigne moi-même pour avoir connu ce passage-là, les étudiants sont évalués sur... ils doivent restituer par cœur des diapositives qu'on leur a données à apprendre par cœur, ce qui me semble un peu trahir l'esprit de la discipline. Merci encore pour ces questions. En fait, les questions sont pertinentes puisqu'elles permettent de compléter ce qui n'a pas été dit. Et à cet endroit-là, alors là je le répète, on a fait le choix de ne pas entendre les étudiants dans cette enquête, pour des raisons pratiques. Ça devenait très lourd de tenir les deux. Par contre, on s'est renseigné, on a tenté de se renseigner sur le type d'évaluation que ces cours en première année auxquels elles pouvaient donner lieu. Et on a malheureusement très peu, les évaluations par les étudiants, les enseignements de SHS sont pas systématiques dans les facultés. Donc
comment dirais-je, à cet endroit-là, on a peu d'éléments. Alors après, il y a la NEMF notamment, qui nous permettrait, donc l'Association nationale des étudiants en médecine, qui nous permet déjà, là je sais que le Collège des humanités médicales travaille un peu là-dessus, d'avoir leur avis. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les enseignants aussi, en tout cas ceux qui tiennent à leur enseignement de la SHS, sont traumatisés d'une certaine façon par ce qu'ils font subir à leurs étudiants en première année. Et sont très souvent aussi déstabilisés par justement les modalités d'évaluation par lesquelles on les fait passer. Alors il y a des choses heureuses qui peuvent se produire, c'est que ça a permis à certains enseignants de fabriquer ce qu'ils appellent parfois des QCM intelligents. Ça peut exister. Mais ça ne résout pas du tout le problème, effectivement, de savoir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que d'enseigner les sciences humaines et sociales dans un concours de ce type-là, là où précisément elles requièrent ces disciplines. Mais comme les disciplines biomédicales, j'en suis persuadé, à cet endroit-là, je crois qu'il ne faut pas rejouer la dichotomie du temps d'appréhension, de compréhension et d'apprentissage. C'est tous ces savoirs, aussi bien biomédicaux que de sciences humaines et sociales, demandent à ce que quelque chose décante, à ce qu'il décante progressivement. Et là, je crois qu'il ne faut pas rejouer la dichotomie, parce que aussi bien les savoirs biomédicaux que de sciences humaines et sociales. Donc c'est le concours qui est un vrai problème. Mais bonne nouvelle, il semblerait que le concours, on en est bientôt fini. Alors, pourquoi et contre quoi, je ne sais pas encore, mais croisons les doigts. Merci pour ces questions.